Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la thématique 3 qui portera sur les propriétés physiques caractéristiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une propriété physique caractéristique? Un peu plus tôt dans le cours de sciences, nous avons vu ensemble ce que c'est une propriété caractéristique. Vous vous rappelez, c'est une propriété qui appartient à une seule substance ou à un petit groupe de substances. Une propriété caractéristique permet d'identifier une substance. Ensuite, qu'est-ce qu'une propriété physique caractéristique? Donc, une propriété physique, c'est une propriété caractéristique qui peut être déterminée sans modifier la nature d'une substance. Par exemple, si je prends de l'eau liquide et que je la chauffe pour obtenir de l'eau gazeuse, c'est un changement d'état, c'est une transformation physique. C'est une transformation physique parce que ça ne vient pas modifier la nature de l'état, donc la nature de l'eau. L'eau reste la même, reste avec les mêmes propriétés. Donc, ce que je pourrais découvrir suite au changement d'état de l'eau, on appellerait ça une propriété physique caractéristique. Dans cette capsule, nous allons étudier 4 propriétés physiques caractéristiques, soit la solubilité, le point de fusion, le point d'ébullition, ainsi que la masse volumique. Nous allons commencer avec la première propriété physique caractéristique qui est la solubilité. Tout d'abord, qu'est-ce que la solubilité? C'est la quantité maximale de soluté pouvant être dissous dans une quantité donnée de solvant. Par exemple, la solubilité du sel dans l'eau à 25 degrés Celsius est de 357 grammes par litre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends 1 litre d'eau et que ce litre d'eau-là est à 25 degrés Celsius, bien, je pourrais dissoudre dans l'eau 357 grammes de sel. Donc, il y a 357 grammes de sel qui pourraient être complètement dissous dans 1 litre d'eau à 25 degrés Celsius. Si j'en rajoute plus, bien, les grains de sel supplémentaires, eux, ne pourraient pas être dissous. C'est ce qui nous amène à notre deuxième définition, celle de la solution saturée. Une solution saturée, c'est une solution dans laquelle la quantité maximale de soluté dissous a été atteinte. Donc, si je reprends mon exemple du sel, si je mets 357 grammes de sel dans 1 litre d'eau à 25 degrés Celsius, j'ai donc une solution saturée. Ça veut dire qu'elle contient la quantité maximale de soluté possible. Mais qu'est-ce qui se passe si je dépasse cette quantité-là? Donc, je vous ai dit que si je rajoutais des grains de sel, bien, ces grains de sel-là ne pourraient pas être dissous. Donc, dans ce cas-là, on appelle cette solution-là une solution sursaturée ou une sursaturation. Donc, ça veut dire que l'on a dépassé la quantité maximale de soluté que l'on pouvait dissoudre dans notre solution. Nous allons maintenant voir le principal facteur qui influence la solubilité, et c'est la température. En fait, la température du solvant. Pourquoi? Parce que la solubilité de notre soluté augmente lorsque la température du solvant, elle augmente. C'est donc ce qu'on appelle une relation proportionnelle. Donc, la solubilité du soluté augmente lorsque la température de la solution augmente. Vous avez plus bas un tableau qui montre la solubilité du sel de table, donc le NaCl, en fonction de la température. Et on voit qu'à 0 degré Celsius, on a une certaine quantité de sel, donc 35,7 grammes par 100 ml d'eau. Et plus on augmente la température, plus on peut observer que la masse de sel que l'on peut dissoudre, elle augmente. On a un exemple pour le sel, mais ça serait la même chose avec d'autres solutés, par exemple le jus en poudre, le sucre, la poudre de cacao, ça serait vraiment la même chose. Nous allons maintenant passer à notre deuxième et notre troisième propriété physique caractéristique qui se ressemblent un peu, c'est-à-dire on parle du point de fusion et du point d'ébullition. Pourquoi les deux se ressemblent? C'est que les deux concernent des changements d'état. Le point de fusion, vous vous souvenez, on a parlé des différents changements d'état, et la fusion, c'est le moment où un solide devient liquide. Donc, le point de fusion, c'est la température à laquelle un solide passe de l'état solide à l'état liquide. Par exemple, vous savez tous que le point de fusion de l'eau est de 0 degré Celsius. Le point d'ébullition, donc si je continue à fournir de l'énergie à mon liquide, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir gazeux.
Donc, ce point-là, le point d'ébullition, c'est la température à laquelle un liquide devient gazeux. Par exemple, vous savez également que le point d'ébullition de l'eau est atteint à 100 degrés Celsius. Vous avez maintenant un tableau très intéressant qui illustre qu'au point de fusion et au point d'ébullition, les deux états de la matière sont présents. On va regarder ça avec l'exemple du méthanol. Alors, on commence à moins 140 degrés Celsius. Évidemment, le méthanol est sous forme solide. Donc, qu'est-ce qui se passe si je lui fournis de l'énergie? Bien, le méthanol va absorber cette énergie-là tout en restant solide. Il va maintenant atteindre un plateau. On voit que pendant un certain temps, la droite reste horizontale. Donc, ce plateau-là illustre le changement de phase. C'est-à-dire que pendant ce moment-là, le méthanol reste à la même température, il va continuer d'absorber de l'énergie et cette énergie-là va permettre le changement de phase. Donc, lorsque tout le méthanol va passer de l'état solide à l'état liquide, c'est à ce moment-là que la température va pouvoir recommencer à augmenter. Donc là, on voit que la température passe de moins 100 degrés Celsius pour se rendre jusqu'à un petit peu plus que 60 degrés Celsius. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On a notre deuxième plateau, c'est-à-dire qu'à cette température-là, l'énergie que va accumuler le méthanol qui est liquide va lui permettre de faire un deuxième changement d'état, donc de passer à l'état gazeux. Alors, c'est pour ça que pendant ce moment-là, la température du méthanol reste la même. Une fois que tout le méthanol est passé de l'état liquide à l'état gazeux, et qu'on continue à chauffer le méthanol, on peut voir que la température recommence à augmenter. Et donc, c'est maintenant le méthanol qui est gazeux qui absorbe cette énergie-là. Donc, on voit que pendant les plateaux, l'ajout d'énergie entraîne le changement de phase, donc de solide à liquide une première fois et de liquide à gazeux une deuxième fois, plutôt qu'une hausse de température. Vous avez un exemple avec le méthanol, mais on aurait pu faire le même exemple et avoir un diagramme très semblable avec toute autre substance pure. Donc, par exemple, on aurait pu avoir un diagramme semblable avec l'eau. Nous allons maintenant passer à notre quatrième et dernière propriété physique caractéristique qui est la masse volumique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la masse volumique? La masse volumique, c'est la masse par unité de volume. Et il y a deux unités de mesure possibles. Le gramme par centimètre cube. Le 3 ici devrait être en exposant. Gramme par centimètre cube, on va utiliser ça quand on veut mesurer la masse volumique d'un solide. Et finalement, nous avons le gramme par millilitre qui va être utilisé pour mesurer la masse volumique lorsqu'on veut mesurer la masse volumique pour une substance liquide. Nous allons maintenant regarder la formule que nous allons utiliser pour mesurer, en fait pour calculer la masse volumique. Et vous l'avez ici, donc on a le ρ. Alors l'espèce de P ici que nous avons comme ça ici, nous l'appelons ρ. Le ρ représente la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse, donc le petit m. Et on divise la masse par grand V. Le grand V représente le volume. Donc, je vais vous demander maintenant de surligner ici la formule. Alors, ρ est égal à la masse divisée par le volume. La masse va se mesurer en grammes et le volume, on l'a dit, si c'est un solide, c'est en centimètres cubes ou si c'est un liquide, le volume va être mesuré en millilitres. Comme la masse volumique est une propriété caractéristique, ça veut dire que pour une substance, sa masse volumique a toujours une valeur constante. Donc, ça veut dire qu'elle a toujours la même valeur. Alors, si on regarde dans le tableau que vous avez devant vous, on va regarder la masse volumique avec la dernière colonne là, en grammes par centimètre cube. Donc, si on prend par exemple pour l'eau, alors, le tableau nous dit que l'eau a une masse volumique de 1 gramme pour 1 centimètre cube. Mais par contre, si on prenait le fer, on voit que le fer a une masse volumique beaucoup plus grande, c'est-à-dire une valeur de 7,9 grammes par centimètre cube. Mais au contraire, si on prenait par exemple le liège, qui est très léger, donc le liège a une plus petite masse volumique, soit de 0,25 grammes par centimètre cube.
Nous allons maintenant passer à 4 exemples de calcul de la masse volumique. Donc, pour chacun de ces exemples-là, nous allons faire comme on fait depuis le début de la thématique, c'est-à-dire suivre une démarche de résolution de problème en 4 étapes. Tout d'abord, nous allons lire le problème en tentant de déterminer ce que l'on cherche. Alors, pour le problème A, quelle est la masse volumique d'un morceau de métal inconnu de 50 grammes si par déplacement d'eau, vous avez déterminé que son volume est de 18,5 ml? On vous précise ici qu'un millilitre pour l'eau est égal à 1 cm3. Et on vous demande quelle est cette substance. On va pouvoir aller regarder le tableau de la page suivante. Donc, première étape, ce que je cherche. Alors, dans le problème que nous avons lu, on peut relire la question comme ça. Quelle est la masse volumique d'un morceau de métal inconnu? Alors, ce que je cherche, mon inconnu, c'est la masse volumique. Alors, c'est ρ. Et on vous précise que c'est un métal. Un métal, c'est un solide. Donc, je sais que l'unité de mesure que je vais chercher va être le gramme par centimètre cube. Deuxième étape, qu'est-ce que je sais? Quelle information je possède? Je vais aller chercher dans mon problème. Donc, on me donne comme information que mon métal a une masse, ici, 50 grammes. On se rappelle que quand on voit des grammes, c'est toujours associé à la valeur, la masse. Et on vous précise également que le volume est de 18,5 millilitres. C'est une valeur qui est en millilitres, en fait, parce qu'on vous dit que dans le problème, c'est par déplacement d'eau que l'on a déterminé le volume. Mais nous, on va y aller avec des centimètres cubes parce qu'on sait qu'on cherche un solide. Donc, on va aller noter cette information-là. Alors, deuxième étape, ici, ce que je sais que la masse de mon métal, elle a une valeur de 50 grammes. Et je sais que le volume de mon métal a une valeur de 18,5 cm3. Troisième étape, je vais aller faire mon calcul, je vais aller poser mon problème. Donc, je reviens avec ma formule de masse volumique, on sait que c'est ρ, qui est égal à la masse sur le volume. Bien, je cherche ρ, je cherche ma masse volumique, donc je vais pouvoir remplacer mes deux variables. Donc, la masse qui est de 50 grammes, et je vais diviser cette valeur-là par le volume, qui est de 18,5 cm3. Donc, sur ma calculatrice, je vais aller faire 50 divisé par 18,5 et je vais obtenir la réponse suivante. Donc, je vais obtenir une réponse de 2,70 et je vais venir inscrire mes unités, donc les grammes par centimètre cube. Quatrième étape, il me reste à répondre à ma question. Donc, j'ai maintenant en fait, trouver la masse volumique de mon morceau de métal inconnu, mais on me demandait en extra de trouver quelle est cette substance. Donc, je vais aller regarder dans le tableau que j'ai à la page suivante et je vais aller regarder les différentes substances et associer, donc le 2,70 grammes par centimètre cube, qui est la masse volumique, à un métal, et je vais retrouver comme valeur l'aluminium. Donc, j'ai maintenant la réponse à ma question. Mon métal inconnu est l'aluminium avec une masse volumique de 2,70 grammes par centimètre cube. Nous allons maintenant aller résoudre le problème B en utilisant encore une fois notre démarche avec nos 4 étapes. Donc, première étape, je vais aller lire mon problème, ce qui va me permettre de trouver quel est mon inconnu, donc quel est ce que je cherche. Donc, vous savez que 5 sous pèsent 49 grammes. De plus, vous avez mis les sous dans 25 ml d'eau et le volume a augmenté à 30,5 ml. Quelle est la masse volumique d'un sou? Le sou est fait de quel métal? Encore une fois, on va aller regarder dans le tableau qu'on a un petit peu plus loin. Alors, je vais venir surligner dans mon problème ma question, ce que je cherche, quelle est la masse volumique d'un sou, ce qui va me permettre après de répondre à ma deuxième question, le sou est fait de quel métal? Alors, je vais venir écrire ça ici. Alors, ce que je cherche la masse volumique d'un sou.
Et encore une fois, on sait qu'un sou, c'est un métal, c'est un solide. Donc, l'unité de mesure qu'on va chercher, c'est des grammes par centimètre cube. Deuxième étape, on va aller chercher maintenant ce que je connais. Donc, quelles sont les informations que je trouve quand je lis mon problème? Alors, je sais que 5 sous pèsent 49 grammes. De plus, je sais que quand j'ai mis les sous dans 25 ml d'eau, le volume d'eau a augmenté à 30,5 ml. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là. Donc, maintenant, je sais que la masse de mes 5 sous, elle est égale à 49 grammes. Et je sais également que le volume de l'eau est passé de 25 à 30,5 ml. Donc, si je veux trouver le volume de mes sous, je vais prendre le volume des sous avec l'eau, alors 30,5 ml, et je vais soustraire à ça le volume de l'eau seule, 25 ml, et je vais obtenir un volume pour les sous de 5,5 ml. Je vais donc maintenant pouvoir poser mon problème et faire le calcul. Donc, troisième étape, je vais poser mon problème. Alors, je sais que ρ, la masse volumique, est égale à la masse divisée par le volume. Alors, la masse. J'ai pour mes 5 sous une masse de 49 grammes. Et pour mes 5 sous, j'ai eu un déplacement d'eau de 5,5 ml. Mais je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est un sou qui est un solide. Donc, en fait, notre 5,5 ml, on va le transformer en 5,5 cm3. Alors, on va obtenir ici 49 grammes divisé par 5,5 cm3. Je vais aller faire le calcul sur ma calculatrice, 49 divisé par 5,5 et je vais obtenir la réponse suivante, 8,9 et les unités vont être les grammes divisés par des centimètres cubes. Alors, nous sommes rendus à la quatrième étape où nous allons donner la réponse. Donc, je sais que la masse volumique que je cherche, elle a une valeur de 8,9 grammes par centimètre cube. Ça, c'est la première réponse à la question « Quelle est la masse volumique d'un sou? » Maintenant, le sou est fait de quel métal? Je dois aller regarder dans le tableau que vous avez à la page suivante. Je vais regarder dans les substances vers le haut. Et la quatrième substance que j'ai dans mon tableau, c'est le cuivre avec une valeur de masse volumique de 8,9. Donc, le sou est fait de cuivre. Nous avons maintenant une démarche complète pour notre problème. Nous allons maintenant passer à notre problème C. Donc, nous allons procéder à la lecture du problème pour être en mesure de faire notre première étape et de trouver quel est l'inconnu de notre problème. Donc, j'y vais comme suit. Quel est le volume occupé par 0,5 kg de glycérine? Veuillez utiliser le tableau à la page suivante pour résoudre ce problème. Donc, je relis. Quel est le volume? Alors, le volume est donc ce que je cherche. On vous parle ici de glycérine. La glycérine, c'est une substance un peu gélatineuse, on pourrait dire ainsi, mais ça ressemble, si on veut, beaucoup plus à un liquide. Donc, le volume, notre inconnu, va être ici en millilitres. Alors, ensuite, deuxième étape. Nous allons relire le problème pour aller trouver les valeurs qui nous sont fournies dans le problème. Donc, ici, on vous dit que nous avons 0,5 kg de glycérine et on vous dit que la substance est de la glycérine. Ça va être important pour notre problème. Alors, on revient à ce que je connais. Je connais donc la masse de la glycérine qui est 0,5 kg. Il faut faire attention, là, on vous donne la valeur de la masse en kilogrammes, mais nous, on veut une masse en grammes. Alors, il va falloir que je transforme les kilogrammes en grammes. Et pour ce faire, pour les transformer, nous allons devoir faire fois 1000. Donc, 0,5 fois 1000, ça va nous donner ici une valeur de 500 grammes. J'ai la masse, je cherche le volume. Je vais donc avoir besoin de la masse volumique pour résoudre mon problème.
Et c'est là que le tableau de la page suivante va m'être utile. Je vais aller regarder dans le tableau et j'ai une valeur de 1,26 grammes. Et comme c'est un liquide, c'est des grammes par millilitre. Je vais venir poser mon problème et résoudre mon problème. Donc, j'utilise toujours la même formule. La masse volumique, ρ, est égale à la masse divisée par le volume. Cette fois-ci, mon inconnu, c'est le volume. Alors, je vais devoir isoler le volume dans ma formule. Donc, le volume va être égal à quoi? Va être égal à la masse sur la masse volumique. La masse que nous avons, elle est de 500 grammes. Et la masse volumique que nous avons, elle est de 1,26 grammes par millilitre. Alors, si je fais le calcul, 500 divisé par 1,26 grammes par millilitre, on voit ici que les grammes vont s'annuler et notre réponse qui va rester, elle va être en millilitres. Et la réponse, donc, si j'utilise ma calculatrice, je vais obtenir une valeur de 396,8 millilitres. Ça, c'est une première façon de faire. Si vous avez de la difficulté à isoler le volume ici dans la formule, on pourrait procéder un peu différemment. On pourrait reprendre notre formule, ça c'est important, il faut toujours l'écrire. Donc, ρ est égal à m sur v. Et on irait écrire ça d'une façon un petit peu différente. Donc, ρ, on connaît la valeur, on sait que c'est 1,26 grammes par millilitre, donc pour 1 millilitre. Alors, ça va être égal à combien de, en fait, 500 grammes. On connaît la masse, donc 500 grammes, mais cette fois-ci sur quel volume? Donc, en procédant par un produit croisé, nous allons pouvoir obtenir la réponse que l'on cherche. Alors, 500 grammes, je vais multiplier ça par 1 millilitre et je vais diviser ça par 1,26 grammes. Les grammes, encore une fois, vont s'annuler. Ma réponse, il va me rester les millilitres et je vais obtenir la même réponse, soit 396,8 millilitres. Vous remarquez, hein, le calcul que nous avons fait dans la première démarche, hein, on a fait ici, si on veut, 500 divisé par 1,26. Bien, dans la deuxième démarche de produit croisé, ça revient au même. Hein? Regardez, 500 ici au numérateur et 1,6 au dénominateur. Alors, si nous revenons à notre problème, il nous reste notre quatrième étape. Alors, quatrième étape, je vais donner ma réponse. Quel est le volume occupé par 0,5 kg de glycérine? Alors, nous avons un volume ici de 396,8 millilitres. Nous avons donc la réponse de notre problème avec une démarche complète. Nous allons terminer par un quatrième problème, donc le problème D. Alors, nous allons encore une fois lire notre problème pour être capable de déterminer notre première étape, c'est-à-dire ce que je cherche. Alors, je vais aller lire le problème ainsi. Donc, quelle est la masse d'une substance dont le volume est de 0,2 litres et la masse volumique est de 2,7 grammes par centimètre cube? Ce que je cherche, quelle est la masse d'une substance? Donc, la masse est mon inconnu et on sait que la masse, son unité de mesure, c'est toujours le gramme. On va aller relire notre problème pour trouver maintenant ce que l'on connaît, quelle information on possède. On possède l'information sur le volume, on sait qu'il est de 0,2 litres. Et l'autre information que nous possédons, c'est la masse volumique de la substance qui a une valeur de 2,7 grammes par centimètre cube. Alors, je connais le volume qui est de 0,2 litres, mais nous, le volume, on l'a besoin en millilitres. Donc, je vais transformer ça, les litres en millilitres, je vais faire fois 1000. Donc, 0,2 litres fois 1000, en fait, c'est fois 1000 millilitres par litre, ce qui va nous donner une réponse de 200 millilitres. L'autre information que je possède, c'est la masse volumique. Ici, on vous dit qu'elle est de 2,7 grammes par centimètre cube. On voit ici que notre volume est en litres et que notre masse volumique est en grammes par centimètre cube. Donc, on pourrait en fait aller transformer notre valeur 2,7 grammes par millilitre.
Nous allons maintenant poser notre problème. Alors, troisième étape, je vais y aller avec la formule. Ρ est égal à M sur V. Maintenant, mon inconnu, c'est la masse. Bien, la masse va être égale, ici, à la masse volumique fois le volume. Alors, je vais venir remplacer dans mon problème la masse volumique. On a 2,7 grammes par millilitre. Et je vais multiplier cette valeur-ci par 200 millilitres. Je vois bien que dans mes unités, les millilitres et les millilitres vont s'annuler. Il va nous rester les grammes comme unité de masse. Alors, 2,7 fois 200, je vais obtenir une réponse de 540 grammes. Encore une fois, on aurait pu procéder un peu autrement en utilisant plutôt le principe des produits croisés. Donc, je reviens en posant ma formule. Ρ est égal à M sur V. Ρ, je connais sa valeur, donc je sais que j'ai 2,7 grammes pour 1 millilitre. Et maintenant, ce que je cherche, c'est la masse. Donc, combien de grammes maintenant j'aurai pour un volume de 200 millilitres. Je vais venir faire mon calcul, mon produit croisé. Donc, 2,7 grammes fois 200 millilitres divisé par 1 millilitre. Les millilitres vont annuler les millilitres. L'unité qu'il me reste, c'est des grammes. Et je vais obtenir la même réponse, c'est-à-dire 540 grammes. On voit encore une fois que nos deux calculs sont les mêmes. Si je regarde ici, dans ma première façon de procéder, en fait, j'ai fait 2,7 fois 200. Et ici, dans la deuxième façon de procéder, j'ai fait la même chose, 2,7 fois 200. Je termine mon problème, ma quatrième étape, en donnant ma réponse. Alors, j'ai une masse qui est égale à 540 grammes. C'est ce qui termine votre thématique 3. Alors maintenant, je vais vous inviter à aller faire des exercices, compléter les exercices que vous avez à la fin de votre document. Merci!